Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo, émission spéciale consacrée au sommet européen, réunion des chefs d'État à Bruxelles, notamment pour parler de la crise des migrants. Va-t-on vers une fin de crise ou bien l'Europe est-elle face à un nouveau défi venu d'Afrique? On en parle avec nos deux invités. Mercedes Bresso, bonjour. Vous êtes eurodéputée italienne du groupe des socialistes et démocrates ici au Parlement européen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Jean Quatremer, bonjour. Vous êtes le correspondant de Libération à Bruxelles, auteur d'un livre à lire. Ça vient de sortir aux éditions Calment-Lévy. Les salauds de l'Europe, guide à l'usage des eurosceptiques. Avant de débattre sur notre sujet principal, un mot sur l'actualité de la semaine. Sylvie Goulard, ministre des Armées, ancienne eurodéputée, qui demande à ne plus faire partie du prochain gouvernement. C'est l'affaire des assistants parlementaires du MoDem qui refait surface, Jean Quatremer. Oui, des assistants parlementaires locaux. Parce que vous savez qu'il y a deux catégories d'assistants. Il y a les assistants accrédités, ceux qu'on trouve dans les couloirs ici du Parlement, à Bruxelles et à Strasbourg. Et ceux qui sont en circonscription. Et ceux qui sont censés être en circonscription. Alors, il faut voir que chaque eurodéputé a droit à peu près à 24 000 € par mois, brut, une enveloppe générale, qu'il peut dépenser pour avoir des assistants. Tout ça est soigneusement contrôlé par le Parlement. Il ne faut pas croire que le Parlement donne 24 000 €. Ça, c'était avant 2009 aux députés qui pouvaient éventuellement se les mettre dans la poche. Non, on doit fournir des contrats de travail et éventuellement il y a des contrôles. D'ailleurs, le Front National est tombé dans un cas de à peu près 50 affaires, je crois, d'assistants parlementaires fictifs, des assistants qui étaient censés être à Bruxelles et à Strasbourg et qui n'étaient pas domiciliés ici. Dans le cas du MoDem, il s'agit de quelques contrats d'assistants locaux, donc des gens qui devaient être en circonscription et qui, semble-t-il, n'étaient pas en circonscription. Ils étaient tous au siège du parti. Alors, on peut travailler en partie pour le parti quand on est assistant parlementaire, c'est pas un problème. Mais on peut pas totalement travailler pour le parti, parce qu'il doit quand même faire le travail que lui demande l'eurodéputé. Alors, par exemple, un assistant local, vous me démentirez si ce n'est pas le cas, par exemple, il organise des réunions, il réserve des salles, il regarde la presse, il fait des revues de presse, il prend des rendez-vous, etc. Et il assure le lien entre l'eurodéputé et même le parti politique. Mais le problème, c'est quand cet assistant, il est juste, par exemple, dans le cas du MoDem, à Paris, et c'est le cas de plusieurs d'entre eux. Et il faut s'expliquer. Et c'est pour ça que Sylvie Goulard, elle, en a tiré, dit écoutez, moi, des conclusions, c'est-à-dire, moi, je vais aller m'expliquer, sans être ministre, parce que sinon, on a l'impression qu'il y a un conflit d'intérêts, et je vais expliquer ce qui s'est passé pour mes assistants locaux. Mais encore une fois, il ne faut pas tout confondre. On n'est pas dans le cas du Front National, où le Front National, c'était industriel, puisque c'était quasiment tous ces assistants qui étaient censés être ici, qui travaillaient au siège du parti. On avait même des cas d'assistants parlementaires du Front National qui étaient dans l'organigramme du Front National à un poste hiérarchique supérieur à celui du député dont il était censé être l'assistant. Donc là, on était devant une entreprise multinationale, le Front National. Là, c'est plutôt la PME de la magouille, on va dire, le MoDem. Comment est-ce qu'on finance les partis politiques? Vous le savez, c'est le premier tour des élections législatives qui fixe le financement pour 5 ans, quel que soit le niveau de représentation, alors, par exemple, et pas le niveau qu'on atteint aux élections européennes. Donc c'est un truc complètement dingue. Et là, ils avaient un seul député, Jean Lassalle, en l'occurrence. Exactement. Et donc c'est une catastrophe pour eux. Alors de 2009 à 2014, que la période concernée, c'est 2009-2014. C'est pas après. Parce que depuis 2014, il semblerait qu'ils aient fait le ménage. Et là, ils étaient très pauvres. Et effectivement, il semble qu'ils aient été jusqu'au bout, au bout des règles. Et sans doute ont franchi la ligne jaune. Mercedes Bresso, en Italie, comment ça se passe? Est-ce que les assistants parlementaires au Parlement européen travaillent aussi pour les partis? Alors, au niveau local? De nouveau, moi, je peux parler pour moi et pour mes collègues du SND. Je ne peux pas parler pour les autres partis. Les miens travaillent absolument pour moi en tant que parlementaire. Ils font la newsletter que tout le monde peut voir, tout le monde reçoit. Ils gèrent mes social networks sur les questions européennes. Évidemment, moi, je suis un sujet politique. Je fais partie de mon parti et donc, ils organisent des débats. Mais chaque fois qu'ils organisent des réunions, des débats, etc., c'est clairement indiqué parlementaire européenne, groupe SND, avec éventuellement mon parti ou avec d'autres organisations de la société civile. Le Parlement européen a durci les règles et les contrôles. Je crois que ça, c'est important de le dire parce qu'il y a peu de parlements qui contrôlent d'une façon si stricte les règles. Par exemple, aussi nos assistants locaux doivent être embauchés selon les règles du marché du travail du pays. Donc, on ne peut pas avoir du travail au noir ou du travail pas clair.
Mais un ministre de la Défense, un ministre des Armées qui démissionne, ça va loin cette affaire. Ah ben ça va très loin, mais ça montre aussi que nos sociétés, nos opinions publiques supportent de moins en moins tout ce qui ressemble à une magouille. Alors c'est vrai qu'il y a magouille et magouille. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un ministre, éventuellement, qui s'en serait mis dans la poche. Ce n'est pas l'affaire Fillon. On n'accuse pas Sylvie Goulard d'avoir employé son mari comme assistant parlementaire qui n'a pas fait le travail. C'est pour ça que le mot d'assistant fictif ne correspond à rien. J'aime pas ce terme. Dans le cas de François Fillon, il semblerait bien que sa femme ait occupé un emploi fictif, c'est-à-dire qu'elle ne le faisait pas et que l'argent allait directement sur le compte commun des époux Fillon. Là, en l'occurrence, il travaillait pour le parti. Donc, mais même ça, puisque ces sommes sont affectées du budget européen aux parlementaires européens pour que son assistant fasse du travail européen, les Français, je crois que l'ensemble des opinions publiques maintenant, des pays d'Europe de l'Ouest en tous les cas, parce qu'il faudrait aller voir un peu ce qui se passe à l'Est, à mon avis on aura des grosses surprises, mais en tous les cas, pour ce qui concerne l'Europe de l'Ouest, les gens ne supportent plus qu'on viole les règles. Si on exerce le pouvoir, on doit être exemplaire. Dès qu'on est élu, qu'on doit être véritablement une sorte de Torquemada morale. C'est comme ça. On peut le regretter, mais le monde a changé. Vous aviez une anecdote à raconter, vous me disiez tout à l'heure. Alors, c'est assez amusant. Ça concerne un ancien président du Parlement européen, un président espagnol, qui était venu se plaindre à des questeurs à l'époque en disant « Écoutez, il n'y aurait pas moyen de me trouver des assistants ?» Alors les questeurs le regardent, c'est le président du Parlement. Hein. Il dit « Mais comment ça, tu as une enveloppe de 20 000 euros comment... » Ah non, l'enveloppe, elle va directement à mon parti à Madrid parce qu'ils considèrent que comme ils m'ont mis sur la liste et que j'ai été élu grâce à eux, eh ben, que je dois les financer. Et donc, ce pauvre président du Parlement européen n'avait pas les moyens, puisque toute son enveloppe allait directement au parti, en l'occurrence c'était le Parti socialiste ouvrier espagnol, allait directement à Madrid pour les caisses du parti. Alors, il ne s'agissait pas de payer une piscine au parti, il s'agissait de payer des emplois. En quelle année, ça s'est déroulé vers... Ah, ça, je ne peux pas vous le dire. On m'a fait jurer, il est fort, on m'a fait jurer de ne pas donner le nom de ce fameux président du Parlement européen. Un mot très rapidement. Une chose, il faut dire, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup avec Sylvie Goulard, qui est dans la même commission que moi, voilà. Commission Affaires constitutionnelles. Je suis sûre que Sylvie Goulard fait son travail de parlementaire européenne, donc elle a besoin de ses assistants. Alors moi, je lui laisse la charge de se justifier, de vérifier, mais je peux dire que ce n'est pas quelqu'un qui fait du travail fictif, elle fait du bon et du vrai travail. Le Front National, par exemple, c'est facile. Les députés Front National ne font quasiment pas leur boulot, ils ne sont jamais là, on ne les croise pas. Je veux dire que Florian Philippot, par exemple, il est plus souvent sur BFM ou sur LCI qu'au Parlement, et donc on savait très bien que ses assistants n'étaient pas là non plus. Il suffit d'aller se promener dans les couloirs du Parlement européen, là où il y a tous les bureaux du Front National, vous allez voir, les portes sont toutes fermées. Vous allez au Modem et vous verrez, les portes sont ouvertes, il y a les assistants au travail. Ça, c'est une réalité, c'est physique. Ça, je peux le confirmer. Alors, le sujet de la semaine, c'est ce sommet européen consacré notamment à la crise des migrants. Comme chaque printemps, l'Union européenne est confrontée à un nouveau défi migratoire. L'année 2017 est marquée par une arrivée massive de réfugiés économiques venus du continent africain. Cette fois, il y a les pays qui font face, la Grèce, l'Italie, et il y a les autres, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, qui viennent de se voir sanctionnés par la Commission européenne pour refus d'accueil. 2 Europes, de conception, alors qu'un nouveau record d'arrivée de réfugiés est enregistré pour le premier trimestre en Italie. On fait le point, on regarde et on réagit juste après. Nous sommes au large des côtes espagnoles. Scène dramatique en pleine Méditerranée. Une embarcation qui prend feu, à bord des migrants subsahariens, et c'est la panique. Les migrants, pour la plupart équipés de gilets de sauvetage, se jettent à la mer. Ces images sont filmées par un avion militaire portugais mis à la disposition de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. Aussitôt, l'équipage de l'avion largue un canot pneumatique de sauvetage, hélitreuillage, puis 3 bateaux et un ferry se mobilisent pour sauver les 34 migrants. Par chance, tous seront sains et saufs. Au large des côtes libyennes cette fois. Ce matin, comme chaque jour ou presque, depuis le début du printemps, les mêmes scènes. Les gardes-côtes libyens portent secours à des centaines de migrants. Plus de 10 000 migrants ont été secourus en quelques jours seulement. Face à la caméra, Eddie Ban, c'est son nom, le crie haut et fort. Son objectif, c'est l'Europe. Je veux aller en Europe car je suis fatiguée. On ne reçoit aucune aide de notre gouvernement, de personne.
On doit affronter crise après crise. On veut tous aller en Europe. Ils disent que c'est la liberté là-bas, que tu peux tout faire. Face à cet afflux massif, les gardes-côtes libyens se disent dépassés. Nous les avons trouvés à environ 30 km de Tripoli. Grâce à Dieu, on les a sauvés. Il y avait 562 migrants africains dans le bateau. Grâce à Dieu, on est arrivé à la base navale de Tripoli. Ils sont vraiment nombreux et on a beaucoup de travail. Depuis le début de l'année, plus de 60 000 migrants ont tenté de débarquer clandestinement sur les côtes italiennes. C'est 2 tiers de moins qu'il y a un an. Plus de 1700 personnes sont mortes ou disparues en Méditerranée depuis le mois de janvier. Et une fois en Europe, comment cela se passe? Il y a des expériences réussies et il y a ceux pour qui l'intégration n'est pas toujours évidente. Uppsala, la 4e ville de Suède. Ici, près d'un demandeur d'asile mineur sur 10 est toxicomane. Les jeunes, majoritairement des Afghans, se retrouvent aux alentours de la gare et dans le centre-ville. Se droguer pour oublier les problèmes. Les Afghans fument parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas leur famille, c'est pour ça qu'ils fument. Ils n'ont pas de permis de séjour. S'ils n'avaient pas de problème, ils ne fumeraient pas. Il y a tellement de Kurdes, d'Arabes, d'Afghans ici qui fument du hache, boivent pour faire face aux problèmes. Il n'y a personne qui n'a pas de problème. La toxicomanie de ces jeunes mineurs pousse la police et les services sociaux à intervenir de concert pour endiguer le phénomène et apporter leur aide. Nous voyons des résultats. Nous avons beaucoup de travailleurs sociaux en ville, à Uppsala, et ils ont constaté qu'à la suite de ces opérations, il y a moins de jeunes autour de la gare. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui, au lieu de fumer de l'héroïne, choisissent de consommer d'autres préparations pour essayer de s'en sortir. D'après l'OIM, l'organisme des Nations Unies chargé des migrations, plus de 80% des clandestins sont arrivés en Italie et le reste est réparti entre la Grèce, Chypre et l'Espagne. Voilà, l'Italie, principal pays concerné par l'arrivée des migrants. Comment ça se passe, Mercedes Bresso? Est-ce que ces débarquements continuent ou vous sentez qu'il y a un reflux, il y a moins de migrants qu'avant? Non, pour le moment, ça continue. Cette année, pour les premiers 6 mois, on est à plus 17% par rapport à l'année précédente. Donc, on est passé de 55 000 à 65 000. Peut-être aussi parce que le temps était très bon et donc, évidemment, dès que le temps s'améliore, le flux recommence. Donc, non, ça ne s'améliore pas et je crois que... Ils viennent d'où, les migrants, généralement, ceux qui arrivent en Italie? Ceux qui arrivent en Italie arrivent essentiellement de l'Afrique, Nigeria et tous les pays de l'Afrique plutôt occidentale. Oui. Donc, il y a bien sûr des réfugiés, parce qu'il y a Nigeria, n'oublions pas, c'est le pays de Boko Haram. Hein. Donc, il y a des vrais réfugiés politiques, mais évidemment, il y a aussi beaucoup de migrants économiques. Migrants économiques. Jean Quatremer, ce sont surtout des migrants économiques, donc qui n'ont pas forcément vocation à être acceptés en Europe. Comment on fait? Le vrai problème de l'Europe, c'est qu'elle n'arrive pas à accepter, les opinions publiques n'arrivent pas à accepter, mais en grande partie parce que les responsables politiques n'osent pas assumer leur leadership, que l'immigration, elle ne vient pas comme ça par miracle. Elle arrive, les gens viennent parce qu'ils savent qu'il y a du travail. Quand il n'y a pas d'emploi, curieusement, vous regarderez les routes d'émigration. Les routes d'émigration suivent très précisément, évitent très précisément les pays où il y a du chômage. Donc il faut quand même qu'on se mette dans cette idée que la migration, c'est naturel, c'est comme la respiration humaine. Quand on entend le Front National dire « on va fermer les frontières », etc. Mais c'est pas vrai, ça n'a jamais existé. Toute l'histoire humaine, c'est faite de migration. La France, c'est quoi d'autre que le résultat de milliers d'années de migration? On est le cul-de-sac de l'Europe. Donc on s'est pris toutes les migrations de l'Europe et la France est un joyeux mélange. Donc il faut qu'on se mette ça dans la tête. Sans migration de l'Afrique, l'humanité n'existerait pas en Europe. Le premier Homo sapiens, Ahmed, était au Maroc. Au Maroc. Maintenant, oui, le Front National. Donc il est arrivé en Europe. Voilà, le premier homme était arabe. C'est terrible pour le Front National quand même. Donc il faut quand même se réveiller. Donc il n'y a pas moyen. Il faut simplement qu'on réouvre
aujourd'hui des voies légales d'immigration, qu'on essaye de convaincre nos citoyens que c'est nécessaire. Regardez en Allemagne, la chancelière a pris 1 million de réfugiés parce qu'il y avait une catastrophe humanitaire en préparation. Est-ce que les Allemands sont mis à voter pour un parti d'extrême droite, l'AfD en l'occurrence? Non. Au contraire, parce que vous avez des autorités politiques qui ont dit c'est nécessaire et on va le faire. Si on le fait en France demain ou dans toute l'Europe en disant on a besoin de voies légales, on évitera de voir les scènes que l'on vient de voir dans votre excellent reportage. Parce que chaque année, il y a 5000 personnes qui meurent en Méditerranée. C'est 2 fois les tours du 11 septembre, 2 fois par an. Et pour le 11 septembre, l'Amérique a fait la guerre au reste du monde. Et tout le monde se fout royalement de ce qui se passe en Méditerranée. Vous et moi, et Mercedes, ça nous touche, mais la majorité des gens ne veulent même pas le regarder. Mercedes Bresso, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction qui peuvent déboucher sur des sanctions, une procédure qui touche la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. La Commission accuse ces 3 pays de ne pas avoir pris leur quota de migrants, refus d'accueil, ce qui est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai, ils l'ont dit très clairement et ils refusent d'appliquer une directive qui a été approuvée selon les règles, c'est-à-dire avec la majorité qualifiée. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, est-ce qu'on ne fait pas un mauvais procès aux pays de l'Est? Parce que non, ce n'est pas un mauvais procès. Ce n'est pas les seuls à ne pas respecter le quota. Et la France ne respecte pas son quota. Et ils ont été énormément aidés quand il y a eu des flux de réfugiés qui arrivaient des pays de l'Est, qui arrivaient de l'Ukraine, par exemple. Ils ont été aidés et tout le monde, sans avoir à l'époque de quotas, mais tout le monde a accepté sa part. Donc, comme on les a aidés, eux, ils doivent nous aider. Mais moi, je crois que l'Union européenne est en train d'aller de l'avant parce qu'il y a le problème des réfugiés, ça c'est un devoir qui est inscrit dans notre charte des droits fondamentaux, c'est un devoir de toutes les conventions sur les droits humains. Donc ça c'est une chose. Les migrants, je suis tout à fait d'accord, les migrants économiques, il faut avoir une politique différente. D'abord, là aussi, on peut avoir une politique commune européenne, ce qui ne veut pas dire que chacun, naturellement, aura besoin d'un certain nombre de migrants. Mais ce qu'il faut faire, c'est des accords avec les pays africains et donc les aider dans le développement. C'est de l'intérêt de l'Europe d'aider l'Afrique à se développer, mais en même temps, gérer les besoins que nous avons des migrants avec les États et à travers des accords corrects. On ne peut pas accepter que les migrants économiques arrivent ici à travers la criminalité organisée. Exactement. Ce qu'on doit faire, c'est des accords et définir les quotas dont on a besoin, les traiter directement en Afrique et les faire arriver d'une façon régulière. Ça n'a pas de sens que 5000 personnes doivent mourir pour venir chercher du boulot dans une Europe qui a besoin de migrants, je suis tout à fait d'accord, mais qui a besoin de migrants sur la base du travail effectif qu'elle peut leur offrir. Emmanuel Macron, c'est quoi sa politique vis-à-vis des migrants? Il poursuit la politique menée par Sarkozy et Hollande. L'une de ses propositions, c'était obliger les pays tiers, Afrique du Nord, à recevoir des migrants irréguliers, sinon il n'y a pas d'aide au développement. Mais je crois que son idée, et c'est l'idée que tout le monde partage, c'est qu'il faut couper la voie du trafic d'êtres humains. Parce que ce qui se passe actuellement, par exemple, vous savez, tous ces bateaux qu'on voit couler, généralement, comme des opérations de sauvetage, des ONG qui vont au secours des migrants, qu'est-ce que font les passeurs? Ils n'en ont rien à faire. Effectivement, ils font couler les bateaux, comme ça les gars sont montés sur les bateaux et on les envoie en Italie, et d'Italie passe en Europe. Il faut que ça s'arrête. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut laisser couler les bateaux et les gens se noyer, mais il faut les stopper à la frontière. Mais en même temps, cette politique-là, une fois qu'on a stoppé les gens à la frontière, il faut leur permettre ensuite de venir chez nous par avion, par des voies légales. Et ça, on n'en est pas là. Alors, quand Emmanuel Macron dit « je vais couper au développement si jamais les pays ne stoppent pas », ça ne sert à rien de menacer. On a un bel exemple de ce qui peut être fait avec des pays tiers, mais qui existent. La Libye,
c'est un pays qui n'existe pas, c'est un État failli. Mais par exemple avec le Maroc, rappelez-vous à la fin des années 80-90, il y avait énormément de passages du Maroc vers l'Espagne, ce qu'on appelait les pateras, et donc des milliers de personnes qui passaient. On a passé un accord avec les autorités marocaines et le résultat, c'est on a externalisé en fait finalement. Oui, absolument, c'est les Marocains. Enlevez-moi ces migrants que je ne saurais voir. Non, c'est pas une externalisation. Non, ils ont stoppé. Eux-mêmes ont joué leur rôle d'État souverain en disant non, maintenant on passe plus par là. Et effectivement, il y a un flux aussi commercial. Donc ça montre et d'aide au développement. Et ce qui montre l'importance de l'aide au développement, je veux dire, dans le nouveau désordre du monde que Trump est en train de créer, il a coupé, le premier budget qu'il a coupé, c'est l'aide au développement. Et en revanche, il continue à augmenter le budget de la défense. C'est-à-dire que si on veut avoir des guerres demain sur toute la planète, on continue comme ça. Parce que l'assurance de la guerre, c'est de supprimer justement le développement économique. Ça ne veut pas dire que le développement économique nous garantit contre la guerre, mais l'inverse, en tous les cas, on sait très bien ce que ça donne. Allez, on passe à notre rubrique de fact-checking. Marine Le Pen qui déclare la submersion migratoire. Elle continue, c'est 3 fois plus de migrants qu'aujourd'hui qui arrivent en Italie par rapport à l'année dernière. 3 fois plus, vrai, faux, c'est Checkpoint préparé par Thomas Mignon. On réagit juste après. C'est faux. L'immigration en Méditerranée. Sur France 3, le 4 juin dernier, la présidente du Front National, Marine Le Pen, a sous-entendu que les arrivées de migrants reprenaient en intensité. Mais la submersion migratoire, elle continue. Voilà. Et c'est 3 fois plus de migrants qui aujourd'hui arrivent en Italie qu'à la même époque de l'année dernière. Voyons d'abord si l'arrivée de migrants en Italie a connu une hausse depuis le début de l'année. Entre le 1er janvier et le 4 juin 2016, le ministère italien de l'Intérieur a enregistré 48 000 arrivées de migrants, essentiellement en Sicile et en Calabre. En 2017, pour la même période, ce sont environ 60 000 personnes qui sont arrivées sur le sol italien par la mer. Il y a donc bien une augmentation du nombre d'arrivées. Mais contrairement à ce qu'affirme Marine Le Pen, cette hausse n'est pas de 300%, mais bien de 25%, une fameuse différence. Mais cela signifie-t-il quand même que les flux migratoires repartent à la hausse? Car en mettant en lumière la situation italienne, Marine Le Pen laisse entendre que les arrivées de migrants reprennent de plus belle. Or, l'Italie est une exception. La Grèce, par exemple, a connu une chute vertigineuse du nombre d'arrivées. Ainsi, quand plus de 150 000 migrants et réfugiés étaient arrivés en Grèce entre janvier et mai 2016, on est passé à seulement 7 000 pour la même période en 2017. Une diminution qui s'explique essentiellement par la fermeture de la route des Balkans et l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Et le constat est sensiblement le même lorsque l'on regarde les statistiques pour l'ensemble de la migration en Méditerranée. Pour les 3 premiers mois de l'année 2016, 175 000 arrivées avaient été enregistrées en Europe, un chiffre qui en 2017 n'a atteint que 30 000 personnes. Bref, quand Marine Le Pen assure que la submersion migratoire continue et qu'il y a aujourd'hui 3 fois plus d'arrivées en Italie, c'est faux et trompeur. Marine Le Pen ment, c'est étonnant. Ouais. Mercedes Bresso. Oui, d'abord, elle utilise les chiffres. Peut-être c'est pas beaucoup de maths, il faudrait prendre des cours de maths. Mais non, mais c'est évident que l'accord avec la Turquie, qui a des complexité, mais a marché pour ce qui concerne le flux à travers la Grèce et qui était essentiellement un flux de réfugiés. Ce que je pense, c'est qu'il faut absolument stopper la criminalité avec tous les moyens. Mais pas la conclusion ne doit pas être que les migrants vont couler, tout simplement. Ça, c'est pas possible. Et donc, il faut les fermer et gérer les flux migratoires d'une façon intelligente. Alors, depuis le début de l'année, nous vous avons proposé cette séquence de fact-checking. Et cette dernière émission est aussi l'occasion d'en dresser un rapide bilan avec Thomas Mignon, que nous recevons aujourd'hui. Bonjour, vous avez réalisé 19 séquences et donc analysé autant de déclarations politiques et d'idées reçues au sujet de l'Europe. Quelle conclusion en tirez-vous aujourd'hui? Je dirais simplement qu'il faut être vigilant. On l'a encore vu aujourd'hui avec cet épisode. Il y a des chiffres qui sont lancés comme ça sur les plateaux télé, des déclarations parfois trompeuses. Et il faut s'interroger, se demander si on doit prendre ces chiffres, ces affirmations pour argent comptant. Il y a encore pas mal d'idées reçues sur l'Union européenne. Et donc le fact-checking, là, intervient. Et donc sur 19 phrases que nous avons analysées, vérifiées, il n'y a pas moins de 11
qui étaient fausses ou du moins pour certaines contestables. Et donc on en a vu pas mal pendant la campagne présidentielle française. L'Europe était au cœur des débats, souvent, pointée comme responsable des maux de la société par moment. Et donc on a eu des phrases erronées sur la directive des travailleurs détachés, sur l'euro, sur la crise migratoire, etc., etc. Et donc autant de thématiques où le fact-checking s'est avéré nécessaire. Beaucoup de fausses déclarations sur l'Europe, Jean Quatrebert ? C'est le thème de votre bouquin. Oui, exactement. C'est ce qui est terrifiant. C'est-à-dire que la grande difficulté, mais c'est toute la force des partis démagogues ou des partis du rejet, genre Front National ou même France Insoumise, même si je ne vais pas me faire des amis en disant ça, c'est qu'ils affirment quelque chose qui est faux. Et le problème, c'est que la réalité, évidemment, est toujours complexe. Eux, ils veulent toujours ramener à quelque chose de binaire, 1-0, noir-blanc. Donc pour répondre, on ne peut pas dire c'est faux. Parce que souvent, ce n'est pas totalement faux. C'est que, par exemple, là, effectivement, la submersion migratoire, entre guillemets, oui, il y a des milliers d'arrivants, mais ce n'est pas les centaines de milliers qu'il faut que la civilisation européenne va disparaître, noyée dans des espèces de magma. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut expliquer. Et regardez, moi, dans mon bouquin, pendant 40 pages, je reprends tous les arguments des europhobes. 40 pages. Bon, c'est terminé, j'ai raconté, j'ai détruit l'Europe. Ensuite, pour remonter la pente, pour expliquer ce qui est vrai, ce qu'il faut, il me faut 300 pages. Et c'est pareil, quand vous avez un type du Front National qui arrive sur un plateau télé qui dit « Oui, regardez les prisons, elles sont pleines d'Arabes ». Eh bien oui, c'est vrai. Mais il y a des raisons. Il y a des raisons sociologiques, il y a des raisons démographiques, il y a des raisons économiques. Et il y a le fait que les juges, effectivement, ont plutôt tendance à envoyer en prison quelqu'un qui est un peu basané plutôt que le fils de bonne famille qui se rend pour la première fois, etc. Et vous mettez des heures et des heures à expliquer. C'est pour ça le boulot de fact-checking, c'est un boulot mais absolument nécessaire. C'est de santé publique pour rendre les gens un peu plus intelligents. Et donc, pour les téléspectateurs qui souhaiteraient revoir tous les épisodes de Checkpoint, plusieurs possibilités ? Ben oui, il y a l'embarras du choix puisque c'est le fruit d'un partenariat. Donc il y a lcp.fr, publicsena.fr et pour la Belgique, rtbf.be/info. Et la semaine prochaine, nous mettrons en ligne un 20e et dernier épisode en exclusivité sur le web. Sur les mensonges d'Ahmed. On pourrait le traduire en italien. Je ne mens jamais. Ce sera le mot de la fin pour ce dernier Europe Hebdo de la saison. Mais attention, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures européennes. Au nom de Nora Hamadi et de moi-même, je vous souhaite de très bonnes vacances et surtout restez branchés sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye, tchuss, ciao, à très bientôt.